Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la deuxième partie de l'émission aujourd'hui, une contre-mythologie du progrès avec Diana Filipova. Comment reprendre le pouvoir sur des technologies qui entravent nos capacités d'être et surtout nos capacités d'agir. Après la société collaborative, elle réfléchit aujourd'hui aux logiques de pouvoir induites par la technologie. L'auteur de Technopouvoir, c'est le titre de son essai qui paraît aux éditions des Liens qui libèrent, nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, un conteur infini. Il a monté le petit Klaus et le grand Klaus d'Antersen, puis les métamorphoses d'Ovide, croisées avec le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Le metteur en scène Guillaume Vincent revient avec une adaptation toute personnelle et contemporaine des Mille et une nuits à l'Odéon, théâtre de l'Europe jusqu'au 8 décembre à Paris, puis en tournée dans toute la France, Amiens et Chambéry en décembre, Valence, Besançon, Mulhouse et Châteauroux en janvier et plein d'autres dates encore. La grande table. Olivia Gesbert. Vous la connaissez sûrement, elle raconte des contes pour délivrer le pays de son tyran, pour rompre la malédiction du mari trahi, du roi vengeur qui fait tuer toutes les jeunes filles du royaume une fois le mariage consommé. Elle s'appelle Scheherazade et lui, Guillaume Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes un metteur en scène au souffle long, c'est moi qui ai perdu le mien pour l'instant, un souffle épique qui porte vos pièces, des métamorphoses aux Mille et une nuits aujourd'hui, des Mille et une nuits semées ici de rebondissements, de changements de registre et de changements de plateau, ça ne s'arrête jamais. Le souffle, vous le trouvez où, votre souffle à vous, Guillaume Vincent ? Là, je ne sais pas où je trouve mon souffle à moi, mais en tout cas, le souffle du spectacle, je crois que je l'ai résolument trouvé dans ce recueil des Mille et une nuits, qui est un recueil effectivement où le titre nous invite à l'infini, en tout cas. Et puis, c'est un recueil de contes qui sont aussi très variés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité, donc on est à la fois parfois dans des contes grivois, parfois dans des contes mystérieux, érotiques. Donc ce souffle, je crois que je l'ai trouvé à l'intérieur de ces contes et aussi grâce aux acteurs, au travail qu'on a fait ensemble. On a beaucoup défriché ces contes, on a essayé de s'emparer. On a beaucoup traversé on a traversé énormément de contes pour finalement n'en garder qu'une douzaine, on va dire. Et face à l'ampleur de la tâche, face à la difficulté d'interpréter et d'adapter une œuvre comme Les Mille et une nuits, vous n'avez pas eu le souffle coupé. Vous vous êtes dit, il faut trouver par quel bout la prendre et puis y aller, compter à l'infini d'ailleurs, comme Les Mille et une nuits nous y invitent. C'est-à-dire que déjà le conte que je préfère, entre guillemets, c'est vraiment le conte cadre, c'est-à-dire l'histoire de Scheherazade, cette figure-là, que je trouve qui est une des plus belles figures de la littérature, c'est-à-dire une femme pour sauver sa vie, mais aussi pour sauver l'humanité, puisqu'il n'y a plus de femmes dans le royaume, se dit, je vais raconter des histoires qui vont me sauver la vie et qui vont sauver et qui vont délivrer le pays du tyran, comme il est dit dans la pièce. Et effectivement, c'est Scheherazade qui nous tient en haleine, quoi. C'est ça a été le point de départ pour vous aussi. La figure de Scheherazade et le conte de Scheherazade ont été assez déterminants dans mon envie de me frotter à ce texte, je dirais. Après, il y a eu le conte de Aziz et Aziza, qui est aussi un conte d'amour, le conte du portefeuille des trois jeunes filles, qui est un conte érotique, où les protagonistes sont amenés à se déshabiller et à nommer leur sexe. Voilà. À aucun moment, vous n'avez ressenti une sensation de vertige, à moins que si, et que ce soit cette sensation-là qui vous a amené, vous, au théâtre, Guillaume Vincent ? Est-ce que j'ai une sensation de vertige ? Je ne sais pas. Après, j'ai l'impression que toute création, on est amené à être dans un vertige. C'est vrai que là, depuis quelques années, je fais soit des adaptations, soit des textes que j'écris. Et donc, j'ai un rapport très personnel à mon travail, très à fleur de peau, je dirais. Donc, j'ai toujours, depuis quelques années, cette sensation de vertige, elle me quitte jamais vraiment, en fait. Et comment vous la maîtrisez ? Je la maîtrise pas très bien, je dois vous avouer. Elle m'envahit souvent. Mais vous ne perdez pas pied ? Non, je perds pas pied parce que là, je vous dis, il y a ce fil. Et effectivement, dans Les Mille et une nuits, le fil du spectacle, c'est vraiment Scheherazade. Est-ce qu'elle va arriver à sauver sa tête ?
Alors c'est une œuvre qui a des origines populaires, une tradition populaire, orale, qui a beaucoup voyagé, qui s'est nourrie aussi de tous ces exils, mais qui n'a pas d'auteur fixe, d'auteur connu, qui a en revanche été traduite, et il en existe différentes versions. Laquelle avez-vous retenue? Moi, j'ai travaillé sur la version de Mardrus, qui est un orientaliste du 19e siècle, qui a, euh, qui a créé une langue qui lui est propre, c'est-à-dire une langue à la fois très riche, très gourmande, mais aussi avec des constructions grammaticales parfois un peu hasardeuses, on va dire, ou compliquées, mais volontairement. Et effectivement, c'était la langue qui était le plus évidente au plateau. Alors après, j'ai beaucoup lu la version de la Pléiade, qui est une version magnifique, et un peu moins celle de Galland, qui est assez loin, je pense, des contes d'origine. Vos mille et une nuits, Guillaume Vincent, commence comme dans un film de Dario Argento ou de John Carpenter. C'est un peu le gore qui domine, peut-être pour mieux accueillir par la suite le magnifique, mettre l'âme à l'épreuve. Pourquoi? Pour mieux lui offrir ensuite un début de repos? Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai rêvé le début du spectacle, donc en fonction du conte de Sherazade, c'est-à-dire on est dans une salle d'attente, des mariés entrent, d'autres sortent par une porte centrale, montent des escaliers, et on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver. Et puis au fur et à mesure, il y a du sang qui commence à apparaître dans les escaliers, et puis au fur et à mesure, plus aucune mariée ne rentre, donc on est vraiment dans une situation d'angoisse. Et effectivement, si on réfléchit effectivement à ce conte et se dire, mais pendant 3 années, il a épousé une jeune femme qui l'a déflorée et ensuite qui l'a tuée, on peut s'imaginer le nombre de têtes et de sang qui ont dû couler. Donc effectivement, j'avais envie de commencer le spectacle par une sorte de chose, de film d'horreur, vraiment. Après, je trouve que le film d'horreur, ça met toujours le spectateur dans une position un peu d'enfance, si tant est qu'il a envie de nous suivre, parce que quand on va au cinéma, et je pense, je sais pas, aux Dents de la Mer, ou à Freddy, ou des films qui font peur, on a une sensation de l'enfance, c'est-à-dire on a peur, mais on sait très bien que c'est une fiction, qu'on est protégé, qui nous arrivera rien, mais on peut pas s'empêcher d'aimer cette peur. Et vous en êtes friand, vous, de ces films-là? Moi, j'ai beaucoup aimé les films, et puis quand il y a des films d'horreur, je vais en voir. En général, je vais au hall parce que le public est très réceptif, et le spectacle est aussi dans la salle souvent. Voilà, donc vous êtes un metteur en scène qui adaptait des contes, que ce soit ceux d'Anderson, ou des récits épiques comme les Métamorphoses d'Ovide, ou là, les Mille et une nuits, c'est-à-dire des univers qu'on imagine plutôt oniriques, presque enfantins pour certains aussi, mais vous ne vous refusez aucun détour, et notamment celui par le cinéma et par des films noirs, ou plus sanglants en tout cas. Il y a une envie, on le voit aussi à travers le traitement que vous en faites de ces Mille et une nuits, qui ont été assez peu adaptés au théâtre, non? Vous avez En fait, vous avez des références? il y a une tradition au 19e, en tout cas sur les scènes européennes, beaucoup à l'opéra, et puis dans les ballets, les choses comme ça. Mmh. Il y a Ou un par le opéra. théâtre de marionnettes ou du théâtre pour enfants, mais peu pour peu dans un théâtre pour adultes Oui, contemporain. après oui, j'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est vrai qu'en tout cas au 19e, les Mille et une nuits étaient le texte parfait pour à la fois flatter aussi et exalter la machine théâtrale, où on faisait des vols, des apparitions, des disparitions, des choses comme ça. Donc il y a eu oui, une vague au fin 19e, début 20e, où les spectacles orientalistes étaient très prisés. Et ça marche au théâtre parce qu'il y a ce pouvoir de la scène qui est d'abord celui de l'imagination et celui aussi du jeu, de la métamorphose, ce thème des métamorphoses, comme ici, extrait de votre spectacle, de votre pièce Les Mille et une nuits, à voir en ce moment au Théâtre de l'Odéon. Et aussitôt les frites
se changea en lion effroyable qui ouvrit la gueule de toute sa largeur et se précipita sur la jeune fille. Alors elle, d'un geste rapide, s'arracha un de ses cheveux, qui devint aussitôt un sabre finement aiguisé, frappa le lion et coupa sa tête, qui roula au sol. Mais tout de suite, la tête du lion devint un corbeau. Et aussitôt la jeune fille devint un aigle qui fondit sur lui. Hier, Narcisse, Philomèle ou Mira, aujourd'hui Scheherazade, c'est une autre figure pour vous, métaphore, cette Scheherazade. Oui, sans doute que il y a une chose, effectivement, peut-être une métaphore de l'artiste qui se cache derrière cette figure-là, c'est-à-dire, eh ben voilà, quand on est chanteur, on est suspendu à son public. Il faut qu'il vienne nous voir, il faut qu'il nous aime. Et une fois que les gens ne viennent plus vous voir, n'achètent plus vos disques, vos livres, ne regardent plus vos films, il y a quelque chose d'une petite mort qui arrive. Donc il y a peut-être effectivement chez Sherazade un double auquel on peut s'identifier, oui. Cette idée de l'artiste, du comédien qui ne vit ou n'existe que tant qu'on l'écoute. Mais après, je pense que c'est une métaphore de l'artiste, mais c'est aussi une métaphore de tout un chacun. C'est-à-dire que on voit bien les gens qui sont seuls, qu'on n'écoute pas, qui n'ont pas d'oreille, ben, ils sont souvent peu de choses, quoi. De Marivaux, que vous connaissez bien et dont vous avez mis en scène notamment La Fosse suivante, vous avez appris quoi? Que jouer est éternellement un jeu? Oui, chez Marivaux, ce qui m'a plu infiniment, c'est justement ce que vous disiez, enfin, en tout cas le vertige du jeu, c'est-à-dire une femme qui se travestit en homme, qui doit séduire une autre femme, dans quel trouble ça la met, à quel endroit elle est troublée, des acteurs amateurs qui répètent sans savoir, en étant troublés entre la réalité et la fiction. C'est une chose qui m'a beaucoup accompagné, en tout cas quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et vous l'avez convoqué sur cette scène, Marivaux, d'une certaine manière, hein. On retrouve toute cette idée-là aussi. Vous l'avez associée avec cette idée de la métamorphose, du travestissement. Oui, disons du que le jeu. spectacle finit par une scène, oui, qui aurait pu être dans La Fosse suivante de Marivaux, c'est-à-dire une femme qui est couronnée roi. Les gens ne connaissent pas son identité, elle se marie à une femme, et puis il y a une scène un peu érotique, en tout cas, où elle va lui dévoiler qu'elle est une femme, et malgré ça, elles vont continuer à vivre dans la tranquillité et les plaisirs, Et avec toutes sortes de jeux et débats délicats, comme il est dit. cette fin-là, vous l'avez pensée comment? Parce que on se demandait comment ouvrir, comment commencer un tel récit, comment attaquer les mille et une nuits, mais on ne se demande pas comment le terminer. Or, c'est une vraie question, puisque c'est aussi une histoire infinie, une histoire qui ne s'arrête jamais. En fait, le spectacle, justement, ne se conclut pas par la fin d'une histoire. On essaye d'ouvrir, voilà, elles vivèrent comme ça jusqu'au jour où, et à ce moment-là, Scheherazade vit apparaître le matin, et discrète, elle se tue. Parce qu'effectivement, dans le conte original, il y a une sorte de happy end, c'est-à-dire que donc elle est restée pendant 1001 nuits, c'est-à-dire à peu près 3 ans, avec Shahriar, et puis elle a eu des enfants. Mais lui n'a même pas vu qu'elle était enceinte, ni qu'elle avait des enfants. Il le découvre comme par magie à la fin. Et cette fin est assez surprenante, mais effectivement, je n'avais pas envie d'une chose qui nous enferme, qui nous donne une conclusion. J'avais envie d'une invitation à rêver, pourquoi pas, à une suite, ou en tout cas à inviter le spectateur à se plonger dans ce récit. Dans l'un des contes que vous mettez en scène, Guillaume Vincent, les 3 monologues des acteurs s'ouvrent sur cette phrase: « Si mon histoire était écrite avec l'aiguille sur le coin intérieur de l'œil, elle serait une leçon à qui la lirait avec respect. » Comment vous interprétez ces mots? Alors ça, je vous avoue que c'est un mystère que je n'ai pas résolu. Je trouve que c'est une formule magnifique, mais effectivement, une histoire écrite au coin de l'œil. Et en plus, c'est une formule où il existe plein de variantes. Avec une fine plume, elle ferait pleurer ceux qui savent s'émouvoir, ou etc., etc.
Et moi, je n'ai pas trouvé la réponse, en tout cas. Que les légendes des anciens influencent les modernes, entend-on aussi en ouverture de la pièce. D'une époque à l'autre, vous pensez qu'il y a des permanences dans ces contes plus fortes que les ruptures? Il faut savoir s'inspirer de ces histoires du passé, de ces contes populaires. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que le début des Mille et une nuits, avant le conte de Scheherazade, et que les légendes des anciens soient une leçon pour les modernes, afin que l'homme voie les événements qui arrivèrent à d'autres, etc., etc. Et en même temps, donc, sous un patronage un peu moral, entre guillemets, alors que ces contes, justement, échappent à toute morale bien souvent. C'est-à-dire que, contrairement aux contes occidentaux, et puis plus particulièrement français, où chaque conte est un peu une illustration d'une morale, ou les fables de La Fontaine, là, effectivement, la morale... on ne sait pas bien où elle est, ni par quel bout la prendre, quoi. Midi 18 sur France Culture avec notre invité Guillaume Vincent. C'est un homme de théâtre et il met en scène actuellement Les Mille et une nuits. C'est à voir pour l'instant au théâtre de l'Odéon à Paris. Mais la pièce va tourner dans toute la France. Plein de dates à retrouver sur notre site. سوداء بلا قمر هي أم الزمان ليلة سوداء بلا قمر هي أم الزمان تلمع ماليات النجوم لقبات الزرقاء تلمع ماليات النجوم لقبات الزرقاء الغرابة وظنها سعودة من يعرفت حماية هواك لنقى شجرة الغرابة وظنها سعودة من يعرفت حماية هواك لنقى Et ce titre Leil qui signifie nuit, la poésie musicale et engagée d'Aziza Brahim, née dans un camp de réfugiés sahraouis, installé aujourd'hui à Barcelone après des années de vie à Cuba. Une figure de l'exil, son nouvel album Sahari sortira dans les bacs ce vendredi 15 sur le label Glitterbeat. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Les Arabes n'intéressent pas le monde. Les musulmans non plus. C'est l'islam retient politiquement l'attention. Le monde arabe est d'abord décor et paysage. Peut-être aurez-vous reconnu la voix de Jean-Luc Godard, extrait de son livre d'images. Les Arabes n'intéressent pas le monde, les musulmans non plus, dit-il dans ce film, son dernier. Vous aviez envie aussi, vous, Guillaume Vincent, de poser un autre regard sur l'Orient ?
Ben, c'est-à-dire que c'est une question effectivement qui m'a traversé, c'est-à-dire que dans Les Mille et Une Nuits, il y a beaucoup de poèmes d'exil, par exemple, puisque effectivement, il y a trois saliques qui arrivent dans une maison, ils sont tous les trois borgnes, et chacun a été contraint de quitter son pays. Et par exemple, il y a un des personnages qui est syrien, et la fin du conte se termine par euh, et le Syrien s'en retourna chez lui, pays d'où il n'aurait jamais dû sortir. Et je pense que au départ, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être plus politique, de plus appuyé effectivement sur ce qui pouvait se passer aujourd'hui dans le monde arabe. Et puis petit à petit, cette chose-là, c'est naturellement enlevé du spectacle pour justement laisser que cette poésie et puis laisser le spectateur libre de voyager et de penser sans qu'on lui martèle, sans qu'on lui donne une chose à penser ou quelque chose de très précis. J'ai l'impression que, et pourtant on peut évoquer ça, voilà. Enfin, j'ai pas eu envie, en tout cas, d'en rajouter, quoi. Mais c'est quand même, ça, la question s'est posée. Qu'est-ce qui vous dérange ou qu'est-ce qui vous questionne, vous, dans les représentations qu'on a aujourd'hui du monde arabe? Honnêtement, je pourrais pas vraiment vous répondre parce que le spectacle, je pense, s'est créé aussi, je vous ai dit, par cette fascination des contes. Donc, il y a des contes la seconde partie du spectacle se passe, par exemple, à Paris. Il y a un conte que je me suis amusé à localiser en Bretagne. Et finalement, il y a qu'une chose qui est représentée, c'est l'Égypte, on va dire. Parce que voilà, je suis allé en Égypte et donc il y a un des contes qui se passe directement en Égypte. Après, voilà, en tout cas, quelle a été ma porte d'entrée. Après, il y a une évocation, par exemple, de la chanteuse Kalsoum, parce que c'est une chanteuse, une figure éminemment politique aussi, par rapport à l'Égypte, de Nasser, et par rapport à la guerre des 6 jours, et par rapport à tout ça. Donc il y a une évocation effectivement de Kalsoum, mais elle est faite d'un point de vue occidental, je dirais. Je n'essaye pas de Puisque vous racontez même sa rencontre avec Jacques Chirac. Non, avec le général de Gaulle. Avec le général de Gaulle, pardon. Non, ça c'est un documentaire que j'ai trouvé que Émilie Ncherti plutôt a trouvé sur YouTube, qui est l'histoire de la venue Kalsoum à Paris, à l'Olympia. Et de la rencontre voilà. En loge. Hein. Non, il lui a envoyé un télégramme chaleureux. Quels étaient ces mots? J'ai ressenti dans votre voix la vibration et le cœur de tous les Français. Voilà. Quelque chose comme ça. Kalsoum, qu'est-ce qu'elle incarne au fond? Pourquoi est-ce qu'elle fait irruption dans ces contes des Mille et Une Nuits d'un autre âge? Cette irruption de la voix de l'étoile de l'Orient, surnommée aussi la 4e pyramide, et vous le rappelez, dans vos Mille et Une Nuits. C'est une légende vivante dans la légende? En fait, au départ, il y avait toute une séquence où il y avait plusieurs chanteuses qui étaient évoquées, plein de chanteuses du monde arabe. Aussi parce que dans Les Mille et Une Nuits, il y a des séquences où il y a par exemple six jeunes femmes qui sont des danseuses et des chanteuses qui sont amenées à se battre, etc., etc. Cette séquence n'est pas restée dans le spectacle, mais je trouvais que la figure de Kalsoum aussi comme une sorte de puissance féminine, c'était presque une déesse, Kalsoum, et je trouvais que c'était assez beau de la convoquer. Vous citez souvent la littérature comme référence, celle de Poe ou encore Kafka, et le cinéma, pas toujours là où on vous attendrait. Raymond Depardon, notamment, semble avoir exercé une grande influence. On l'écoute parler de Marcel Privat, un des derniers bergers de Lozère, l'un des portraits de paysans qu'il avait réalisé dans la vie moderne. C'est quelqu'un qui résiste au filmage. Il est très refermé sur lui-même. Et à la fois, c'est le dernier comme ça que je connais qui garde des brebis, des moutons, des agneaux comme ça dans les montagnes. Et c'est sûr qu'ils ont cet orgueil d'être les seuls à pouvoir vivre là. Donc c'est vrai que quand je le filme, pourtant je le filme pas souvent, hein, et il est comme ça. Et je sais que Deleuze, qui a écrit un très beau livre sur le cinéma, il parle de ça. Il dit, s'il n'y a pas de résistance comme ça, il n'y a pas d'image. Il n'y a rien. Ça passe, il n'y a rien. Donc il faut qu'il y ait une intrusion de la caméra, dans un certain sens.
S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'image, dit Raymond Depardon. Est-ce que parfois votre sujet et son incarnation vous résistent, Guillaume Vincent? Est-ce qu'il faut parfois buter un peu sur ce réel pour chercher d'autres chemins, pour l'aborder, le contourner, pour mieux le trouver? Et le fantastique peut être un détour. Disons que dans ce spectacle, on a énormément cherché, énormément accumulé de matière, regardé des films, lu de la poésie. Donc voilà, on a l'impression qu'on a des milliers de pépites, on va dire. Et après, ce qui est plus compliqué en création, c'est tout d'un coup de devoir se séparer de parties, ce qui a été le cas surtout dans les 15 derniers jours avant la première, où les choses ont énormément bougé. Donc effectivement, quand on est face à un matériel comme ça, on travaille aussi un peu comme un sculpteur, on enlève des bouts, on en rajoute. Là par exemple, je vais faire des raccords encore tout à l'heure pour essayer de faire en sorte que ce soit plus fluide d'une partie à l'autre, essayer de faire des ponts, des choses comme ça. Donc le spectacle est toujours aussi un peu en travail. Merci beaucoup à vous, Guillaume Vincent, d'être Merci. passé autour de cette grande table. Alors bon raccord et bonne continuation avec ces 1001 nuits. Votre création à voir actuellement au Théâtre de l'Odéon, et je l'évoquais, beaucoup de dates, c'est jusqu'au 8 décembre à Paris, à l'Odéon, puis Amiens, Chambéry, Valence, Besançon, ce sera en janvier, Châteauroux et Mulhouse aussi, février, Tourcoing, Caen, Albi, mars, Rennes, Marseille et Brest. Longue vie à vos 1001 nuits. Merci à vous. Merci à vous. France Culture, l'esprit d'ouverture.